Du coup, vous avez le programme qui est affiché à l'écran. Je vous propose de commencer tout de suite avec moi aujourd'hui Arthur Lequin, qui est architecte sécurité et réseau. Héloïse Coste, qui sera l'animatrice et va gérer les aspects techniques de ce webinaire. On sera rejoint tout à l'heure par notre invité David Garcia, qui est le DSSI du groupe Casino et qui va témoigner de son retour d'expérience. Et puis Netscope est aussi avec nous et ils pourront répondre à vos questions au fil de l'eau. Moi-même, je suis Philippe Rousseau, responsable d'affaires et logistique chez Axians. Vous avez une partie Q&A pour poser vos questions. N'hésitez pas pendant toute la session. On tentera d'y répondre en live et puis il y aura une session aussi à la fin du webinaire. Sans plus attendre, commençons par... Non, si, petit délai, pardon. Petite introduction sur Axians, qui on est, si vous nous connaissez, pas, ou si ça fait quelque temps que vous n'avez pas vu l'évolution d'Axians. Donc Axians présent dans 26 pays à travers le monde, avec historiquement une grosse présence en Europe, 12 000 collaborateurs au total et un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en 2020. Une présence historique en France, avec une présence qui nous permet de couvrir l'intégralité du territoire métropolitain à travers nos 100 sites de présence et nos 16 centres de support pour assurer du support partout en France. Dans nos domaines d'expertise, rapidement, une partie infrastructure télécom qui intervient essentiellement pour les opérateurs, mais aussi pour pouvoir tirer de la fibre pour les réseaux privés ou pour des réseaux mobiles privés également. Une activité audiovisuelle avec de la sonorisation, de la muséographie, des salles de contrôle. Une grosse activité data center et cloud, alors avec toutes les activités de serveurs, stockage, sauvegarde, de virtualisation. On est capable aussi de faire de l'hébergement pour vos infrastructures. Et on a des services autour de tout ce qui est intelligence artificielle, gestion de bases de données également. Une partie consulting qui marche sur deux jambes, une partie que je vais appeler high level pour avoir des stratégies numériques auprès des DSI et avoir une vision à long terme, et puis des choses beaucoup plus ancrées dans la technique avec nos consultants, nos architectes qui sont au quotidien dans la technique, de façon à pouvoir bah, dérouler des plans d'action très high level au départ en actions concrètes. Et puis l'activité que nous représentons aujourd'hui, la partie communication system, c'est-à-dire toute l'activité LAN, Wi-Fi, SD-WAN, les infrastructures de sécurité, c'est ce qui va nous intéresser au premier chef aujourd'hui, la partie outils collaboratifs, et puis la partie cybersécurité enfin, avec notre offre Solar pour tous les services de cybersécurité, que ça aille du pen testing au SOC ou au consulting cybersécurité. J'ai fini avec l'introduction sur Axians en général, juste notre catalogue de services. On est capable d'intervenir de la partie plan, expertise, design, jusqu'au run avec des services managés. Donc on est capable de vous accompagner vraiment de bout en bout. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans le cadre du projet Casino qui vous sera présenté par David tout à l'heure. Et je laisse la parole maintenant à Arthur pour attaquer le dur du sujet. Merci Philippe. Alors, avant de commencer la partie technique, je vais utiliser quelques acronymes pendant la présentation. Ma collègue Héloïse va mettre quelques-uns de ces acronymes dans le chat, donc n'hésitez pas à les regarder si besoin. N'hésitez pas à nous poser des questions au cours de la présentation, on pourra y répondre au fur et à mesure. Et si j'utilise des acronymes qu'on n'a pas spécifiés dans le chat, n'hésitez pas non plus à poser la question. Alors pourquoi passer sur une solution de proxy cloud? Aujourd'hui, le trafic Internet évolue fortement. Par rapport aux dernières années, ça a énormément bougé. On voit sur le schéma de droite qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 10% du trafic Internet qui correspond à du simple trafic web. Et 90% à des applications hébergées type SaaS et IaaS. Et 85%, qui est une énorme part du coup de ce trafic, et de l'applicatif SaaS. Donc c'est ce qui va principalement nous intéresser aujourd'hui, avec d'autres fonctionnalités bien entendu. Mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui les solutions cloud natives sont incontournables, puisqu'elles offrent déjà une très grande flexibilité.
On a plus de hardware à gérer. Aujourd'hui, si vous avez un proxy on-prem, vous allez être obligé, si vous faites évoluer votre infrastructure, d'acheter des nouvelles ressources, d'acheter des nouveaux serveurs, d'aller faire une installation dans un data center, etc., etc. Donc ça demande pas mal de temps de préparation, de gestion de projet, ça donne pas mal de contraintes. Avec ce genre de solution, il vous suffit d'acquérir des nouvelles licences pour passer de 100 à 1000, 2000 utilisateurs. Ça, en une demi-journée, une journée, vous êtes capable de faire évoluer votre infrastructure. Et aussi, quelque chose qui est alors peu fait actuellement, c'est le déchiffrement SSL. Actuellement, si vous avez des plateformes on-premise, vous avez peu ou pas de déchiffrement SSL, parce que pour pouvoir faire du déchiffrement SSL, ça nécessite énormément de compute, et donc vous n'allez pas pouvoir avoir une machine pour décrypter l'ensemble du flux, parce que sinon ce serait quelque chose de très surdimensionné par rapport à vos besoins. Et on n'a pas ce problème ici, parce que tout le compute est géré par le provider du cloud. Donc vous allez pouvoir largement ouvrir le déchiffrement SSL sous réserve que l'application, bien entendu, le supporte. Avec un proxy cloud, on protège aussi une partie du réseau qu'on ne pourrait pas protéger actuellement, ou alors difficilement. Je parle des protections des postes nomades. Alors c'est encore plus vrai cette année avec le Covid, mais actuellement on avait plusieurs solutions pour protéger ces postes nomades. Soit on utilisait le VPN SSL de l'entreprise et du coup on faisait remonter tout le monde par le proxy en interne, donc ça posait plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ça surchargeait les lignes internet. Et on avait tout le flux revenait en centrale et on pouvait avoir des problèmes de performance. La deuxième solution, c'était de faire de l'évasion locale à la maison. Et le problème que ça posait, là, c'est qu'on n'avait aucun contrôle sur le trafic internet qui était fait par nos collaborateurs. Tout ça pour vous dire que, vous l'avez compris, avec les solutions de proxy cloud qui sont proposées maintenant, on a beaucoup de perspectives d'évolution. Pas simplement remplacer un pour un les fonctionnalités qu'on avait sur un proxy on-prem, mais on va pouvoir mettre des fonctionnalités comme le SASI, le CASB, qu'on verra après, le ZTNA, le Firewall SaaS et encore plein d'autres fonctionnalités qui arrivent. La première fonctionnalité, du coup, c'est la protection du trafic web, donc la protection des sites web, qui va être largement utilisée parce que c'est ce qu'on utilise actuellement sur les proxys on-prem. On va pouvoir filtrer par catégorie comme on le faisait avant, mais grâce au déchiffrement SSL, on va pouvoir avoir plus de granularité dans les actions qui sont proposées. Vous voyez sur le schéma de droite, ici on a illustré mes propos avec 3 sites. Le premier site, BetClick, qui est bloqué, alors qu'on soit en remote ou en entreprise. Le premier site, BetClick, qui sera bloqué parce qu'on estime que c'est pas un site professionnel. Le deuxième site, LinkedIn, qui sera autorisé. Donc ça, bloqué, autorisé, c'est des catégories, c'est des actions classiques, hein, vous les connaissez. Mais on va être capable, avec le déchiffrement SSL, de faire une troisième action et d'autres actions qui, par exemple, le coaching. Le coaching, dans notre exemple, pour le site de Zara, on va pouvoir dire à l'utilisateur, on va lui afficher une page quand il va essayer de se connecter au site de Zara, qui va lui dire attention, ce site n'est pas professionnel, par contre, il ne présente pas de risque de sécurité pour l'entreprise, donc, sous réserve d'une justification ou pas, je vous autorise à y aller. C'est toute cette granularité dans les actions qui va être intéressante grâce au déchiffrement SSL. Aussi, comme on va pouvoir voir l'ensemble du flux qui est sur les sites web entre vos collaborateurs et directement les sites web, on va pouvoir avoir un reporting très détaillé sur l'utilisation web qui va être faite par vos utilisateurs. S'il y a des images dans le site LinkedIn, par exemple, des images de sites de Paris ou autres, on va pouvoir les bloquer tout en laissant autoriser le site LinkedIn. La deuxième fonctionnalité principale d'un CASB, du coup, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les applications SaaS représentent une grande majorité du trafic web professionnel aujourd'hui. Et grâce aux fonctionnalités de CASB, on va pouvoir avoir un contrôle complet et une cartographie complète des applications qui sont utilisées par nos collaborateurs. Ça, afin d'éviter le shadow IT. On a plusieurs méthodes d'intégration pour le CASB. On a la méthode out of band, donc c'est-à-dire sans coupure de flux, sans impact sur votre réseau. On va pouvoir, avec l'out of band, on va faire une cartographie complète des applications qui sont utilisées, simplement en collectant les logs ou en allant faire des requêtes API sur les différentes applications SaaS.
Le plus intéressant quand même pour le CASB, c'est le CASB inline, et du coup le CASB inline, ça va nous permettre de contrôler ce que font nos utilisateurs à travers un agent sur le poste, ça on en reparlera plus tard. Mais si on prend l'exemple du schéma de droite, si on essaie de se connecter au sitebox, on va pas simplement, comme sur un proxy classique, autoriser ou non le sitebox, où en fait on n'a que deux choix finalement. On va pouvoir autoriser le sitebox, mais restreindre l'utilisation qui sera faite à l'intérieur de ce site. Par exemple, sur le schéma, on va dire qu'on n'autorise pas le download et on n'autorise pas la suppression de fichiers, parce qu'on estime que sur le sitebox, on n'a pas à faire ce genre d'usage. Par contre, le share, il est autorisé parce que ça ne présente pas de risque de sécurité pour l'entreprise et on a estimé que cette action était légitime pour nos collaborateurs. Donc à travers cet exemple, vous voyez bien qu'on a on a une très grande granularité dans les actions qu'on est capable de faire. Et donc, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui sur du proxy classique. Un autre point qui est important, c'est la protection des données. Alors ça, c'est un gros sujet du cloud en général, pas seulement du proxy cloud. Quand on se connecte aujourd'hui, quand on acquiert des solutions de cloud, on ne maîtrise plus la donnée qui est stockée sur le cloud. Actuellement, si vous avez des serveurs de fichiers ou des choses hébergées chez vous dans vos data centers, vous maîtrisez quasiment tout de bout en bout. Vous maîtrisez les serveurs, vous maîtrisez l'applicatif derrière, vous maîtrisez les données qui sont stockées. Là, avec le cloud, vous achetez un service et donc vous n'avez plus 100% de la maîtrise de ces données qui sont stockées. Donc, on va pouvoir, avec une solution de proxy cloud, faire de l'analyse de fichiers pour voir si les fichiers contiennent des malwares ou des virus, mais on va pouvoir aller aussi plus loin en faisant du filtrage DLP, donc éviter l'évasion de données, pour analyser vraiment le contenu du fichier, valider qu'il n'y a pas d'informations personnelles qui sont transmises, valider qu'il n'y a pas d'informations confidentielles qui sont envoyées sur le cloud. Et donc ça, c'est vraiment un fort gain de sécurité puisque vous allez pouvoir vraiment contrôler pas seulement l'échange, le trafic, mais vraiment l'intérieur de ce qui est transféré dans les fichiers. Alors, sur le schéma de droite, on a essayé de vous représenter une communication entre les applications, ce qui est aussi un des gros enjeux du cloud, parce que comme maintenant, on peut stocker quasiment n'importe quoi si on n'a pas de solution de filtrage, on va avoir des échanges entre les applicatifs et qui peut, de bout en bout, avec plusieurs échanges, donner une fuite de données. Par exemple, on envoie un mail sur Outlook, après on stocke la pièce jointe sur Drive, on transfère cette pièce jointe sur Google Drive, sur un Google Drive personnel, et en bout de chaîne, on va arriver sur un box personnel qui n'est pas managé par l'entreprise, et donc sur lequel on n'a pas forcément de contrôle si on n'utilise pas un proxy cloud. On va être aussi capable de faire de l'analyse comportementale des utilisateurs. Par exemple, on va dire Arthur Lequin, il utilise d'habitude OneDrive et Google Drive pour stocker les fichiers, pour télécharger des fichiers. Là, aujourd'hui, il a utilisé Dropbox. Ça faisait plus de 6 mois qu'il n'avait pas utilisé Dropbox. C'est un comportement anormal. Donc, tout ce genre d'actions, en fait, on va pouvoir les contrôler et lever une alerte aux administrateurs pour dire attention, Arthur Lequin, il a fait un comportement qui n'est pas à son habitude. Donc vous voyez, on a ça nous ouvre pas mal de perspectives d'évolution en termes de sécurité. Et la dernière fonctionnalité dont on va vous parler aujourd'hui, c'est le ZTNA, Zero Trust Network Access. Alors c'est pas directement une fonctionnalité de protection des flux web, pas des flux internet, mais ça va compléter tout ce que je vous ai présenté avant, puisque avec le Zero Trust Network Access, on va pouvoir connecter nos applis internes, donc nos applis qui sont hébergées en data center ou en cloud. Ça peut venir, du coup, cette fonctionnalité de ZTNA peut venir en remplacement d'un VPN SSL traditionnel. Donc vous n'aurez plus besoin d'avoir X agents sur votre poste, un agent pour le VPN, un agent pour sécuriser les flux web, un agent pour X ou Y fonctionnalité. Vous allez tout avoir avec les solutions de proxy cloud. Un agent qui va faire le ZTNA, qui va faire le CASB, qui va faire le filtrage web. Et en fait, ça vous donne une grande flexibilité et aussi une grande facilité d'exploitation pour gérer vos agents. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire un focus sur notre partenaire Netskope, parce que c'est un de nos partenaires principaux dans le monde du proxy cloud. Et alors bien entendu, il couvre toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées au-dessus,
plus encore, mais en 1 heure de temps, on n'a pas le temps de tous les détailler. Mais si on devait retenir quelques fonctionnalités principales de Netscope, la première, ils sont très très bons dans tout ce qui est CASB, puisqu'ils sont leaders du CASB depuis plusieurs années. Et donc on le verra pendant la démonstration, on peut aller très très loin avec Netscope dans ce qu'on est capable de filtrer sur les applicatifs. Et ça, c'est vraiment un point fort de Netscope. Je vous en montrerai plus tard dans la démonstration. Le deuxième point, alors ça c'est plutôt un point qui nous a été remonté par nos clients, c'est la simplicité de la console d'administration et de l'installation de l'agent. Puisque sur Netscope, contrairement à beaucoup de leurs concurrents, on a toutes les règles, que ce soit CASB, ZTNA, filtrage web classique, voilà, toutes les règles de sécurité sont dans la même console et les règles en fait sont à la suite. Donc c'est beaucoup plus simple pour gérer tous les jours la sécurité. Et c'est vraiment un point fort que nous a remonté pas mal de nos clients. L'agent aussi qui est sur le poste, il n'y a presque pas de configuration sur cet agent. En fait, la seule fonction de l'agent, c'est d'intercepter le flux et d'envoyer dans Netscope. Toute la configuration de sécurité, elle est hébergée sur le cloud Netscope. Et donc, ça aussi, l'agent, c'est un agent très très léger. Donc, ça évite aussi plein de problèmes liés au poste de travail. La dernière fonctionnalité, avant de passer au Rex avec David Garcia, c'est le CASB inline, qu'on appelle aussi reverse proxy. Tout ce que je vous ai expliqué juste avant, pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir appliquer les fonctions dont je vous ai parlé, il faut utiliser un agent sur le poste ou connecter d'une manière ou d'une autre notre entreprise à Netscope. Donc ça pose un problème. Tous les équipements qui ne sont pas managés, donc les PC personnels, les téléphones, les tablettes, on ne peut pas les protéger avec une solution classique. Grâce à Netscope, c'est aussi un des seuls acteurs du marché à faire ça, on va pouvoir protéger tous les équipements non managés. On va pouvoir les protéger comment? En redirigeant l'authentification sur certaines applications compatibles. On va pouvoir rediriger l'authentification quand on va essayer de se connecter par exemple à Office 365. On va dire, je me connecte, je rentre mon login, on est redirigé sur Netscope parce qu'on aura mis une configuration en place entre Office et Netscope et via un identity provider tiers. Donc nous, dans notre démonstration, on utilisera Okta. On va pouvoir du coup rediriger l'authentification et par la suite rediriger tout le flux des utilisateurs non managés sur les postes. Et ça, sans rien installer sur le poste. Donc ça, c'est vraiment important. Ça vous permet de gérer et de couvrir en fait une partie de sécurité de vos applications cloud qui n'était pas possible de couvrir avant. Puisque vous avez, à part installer quelque chose sur le poste, sur le téléphone, vous n'aviez aucun moyen de contrôler ce qui est fait par l'utilisateur. Là, on verra tout à l'heure pendant la démonstration qu'on est capable de faire ça avec Netscope. Donc, j'en ai terminé pour la partie présentation générale. On va accueillir David Garcia pour le retour d'expérience sur le projet Casino. Alors, il va vous parler dans un premier temps, il va vous présenter un petit peu le groupe Casino, ce qu'ils font. Ensuite, on parlera des contextes et des problématiques du projet de migration d'un proxy on-prem vers un proxy cloud. Ensuite, pourquoi le choix Netscope, parce qu'on verra tout à l'heure, ils ont fait un POC avec plusieurs constructeurs. Et finalement, un point à date, puisque le projet est presque terminé, mais est toujours en cours de déploiement. Donc voilà, on pourra faire un point sur ce qui est installé aujourd'hui. David, si tu es là, je te laisse la parole. Je suis là, j'espère que vous m'entendez correctement. Oui, très bien. Parfait. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc David Garcia, je suis le DSSI pour le groupe Casino. Donc rapidement, le groupe Casino, c'est ce que vous pouvez connaître avec les magasins, hypermarchés, supermarchés. Mais c'est aussi les filiales comme Monoprix, Franprix, Cdiscount pour la partie e-commerce et toute une partie en Amérique du Sud. Donc je ne vais pas tous les citer. Donc, passons quelques chiffres, plus de 10 000 magasins, premier groupe de proximité en France, deuxième acteur de l'e-commerce, toujours avec Cdiscount, et on se situe derrière Amazon, alors loin derrière, mais on est quand même les premiers derrière Amazon, on peut dire. Premier en Colombie, deuxième au Brésil, et au total 200 000 collaborateurs. Donc le contexte, on rejoint exactement ce que décrivait Arthur dans le cas d'usage. On était sur une solution de proxy classique, donc on-premise. Pour les gens qui étaient en VPN, notamment avant le Covid,
Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ouvraient le VPN et ils étaient redirigés classiquement sur la partie proxy pour faire toute la partie filtrage de flux. Le problème, c'est quand on est passé en mode Covid, on est passé de 1000 personnes à 5000 personnes. Et comme le disait Arthur, on n'a pas pu rester avec ce mode-là parce qu'on saturait nos tuyaux VPN, notamment à cause de la navigation web. Donc il a fallu qu'on débraye cette partie-là. Et effectivement, on est passé en mode ouvert à partir du poste de travail qui était en télétravail. Et ça nous a posé quelques inquiétudes. Donc on n'a pas eu d'incident, mais ça a été assez tendu pendant tous les différents confinements, avec 5000 postes qui étaient toute la journée connectés sur Internet et on va dire uniquement protégés par notre DR. Comme le groupe a validé pendant la période de Covid que le télétravail allait devenir une norme à raison de 2 jours par semaine pour l'ensemble des collaborateurs, on a acté qu'on n'allait pas rester dans cette situation et qu'il fallait absolument pouvoir sécuriser cette navigation Internet. Donc du coup, on a validé le principe d'une solution proxy cloud pour sécuriser cette partie-là. Donc le sujet derrière, c'est effectivement de pouvoir gérer tu passes un poil vite, Arthur, s'il te plaît, pour revenir. Donc c'était de gérer la partie VPN. On avait aussi les premiers sujets de Office 365, donc notamment avec le déploiement de Teams et de OneDrive qui étaient en cours et sur lesquels on voulait apporter de la sécurité. Et enfin, on sentait qu'on avait quelques sujets qui commençaient à arriver sur le cloud et on voulait voir comment pouvoir aborder ces points-là. Et on Donc peut le dire un peu de sujet, latence d'habitude, désolé. je t'en prie. Donc le sujet initial, effectivement, c'était la partie proxy cloud. Et j'ai mis un projet en dérapage contrôlé parce qu'on a vendu le sujet auprès de la direction et notamment de la DAF pour le financer sur la sécurisation classique proxy cloud. Mais effectivement, ce qu'on a intégré dans le package de base, c'est toute la partie déchiffrement SSL dont Arthur vous a parlé. Donc pour pouvoir identifier et filtrer tous ces flux-là aussi. On a inclus aussi des licences pour la partie publication d'applications et la partie VPN pour essayer de réduire un peu l'exposition en disant quand un utilisateur n'a besoin que d'une ou deux applications, il n'y a pas besoin d'avoir un canal VPN ouvert complet. Et enfin, on a inclus aussi toute la partie licence qui concerne la partie CASB pour justement commencer à gérer notre Shadow IT et pouvoir anticiper si le cloud arrive demain chez Casino, qu'on ait déjà toute la première brique qui soit implémentée pour pouvoir sécuriser nos flux. Donc on avait validé qu'il fallait changer, mais effectivement pour qui? Donc on est parti sur en gros les deux gros leaders du marché et puis un petit challenger sur cette partie-là. Donc on a testé 3 solutions pendant 3 mois. Donc c'est quand même un petit peu de boulot pour arriver à faire tourner les 3 POC en même temps. Et il y en a certains qui sont quand même beaucoup plus lourds à mettre en œuvre. Donc ça nous a aussi permis d'en éliminer un assez rapidement quand on a vu la complexité de mise en œuvre. À la fin, on est resté sur Netscope. Pourquoi? Parce que la solution déjà nous convenait parfaitement. La console, Arthur en a parlé, c'est quelque chose de très accessible. En termes d'utilisation, c'est quand même très confortable. Mais c'est aussi toute la gamme de produits qui sont rajoutés derrière. Donc, j'ai évoqué le CASB, on a parlé du ZTNA, et c'est tout ce package-là qui est inclus et sur lequel Netscope est particulièrement bien placé, qui nous a fait sélectionner ce produit. À noter aussi que pendant la durée du POC, on a profité d'un accompagnement de la part de l'ingénieur avant-vente qui était sur notre sujet, qui était au top, et ce qui fait que ça nous a quand même rassuré sur le suivi de notre relation et tous les soucis ou écueils qu'on a pu rencontrer pendant le POC ont été traités très rapidement. Donc on a vu qu'il y avait en face de la réactivité et la prise en compte de nos demandes. Donc le point à date, aujourd'hui on a 200 pilotes qui tournent en termes d'utilisateurs. Si on compte le POC, il y en a une cinquantaine qui tournent depuis 6 mois. Et là on attaque le déploiement massif, donc on va le dérouler tout au long de l'été. L'objectif c'est d'avoir fini nos 5000 postes d'ici septembre. À noter qu'en parallèle on a plusieurs de nos filiales, donc principalement parisiennes avec Monoprix, Monoprix Online, qui sont en train aussi de dérouler des POC, on va dire, rapides, parce que comme on a un contrat cadre, il y a quand même des conditions plus intéressantes.
Elles ont validé sur le principe le choix de Netscope et il y en a plusieurs qui ont déjà signé, d'autres qui sont en cours de contractualisation. Merci beaucoup David pour ce retour et merci encore de nous avoir fait confiance sur ce projet. Je vais passer à la partie démonstration. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu en live ce que je vous expliquais tout à l'heure pendant les diapos. Alors déjà je vais me connecter, je vais vous montrer que j'ai bien l'agent sur le poste. Hop, faut que je quitte. Donc vous voyez l'agent est actif sur mon poste et si je regarde la configuration, je suis bien connecté au Tenant Axians avec une IP de Netscope. Et le point qui est important aussi dans toutes ces informations, c'est tout en bas, Traffic Steering Type, qui indique que tout mon trafic web est redirigé vers Netscope. Donc, si on prend un site, en fait, netscope.com, qui va vérifier que je suis bien connecté au Tenant Netscope, alors je viens de vous le montrer avec l'agent, et on va quand même revérifier que c'est le cas. Là, vous voyez, j'utilise bien Netscope, et je sors par le data center de Paris. Donc, il y a plusieurs points de sortie dans le monde. Ça, on pourra vous en parler plus tard si ça vous intéresse. Donc, je reprends les 3 cas d'usage que j'ai donnés tout à l'heure. Le premier, c'est LinkedIn. Alors, LinkedIn, je vais essayer de me connecter. On a vu tout à l'heure que c'était un site qui était autorisé par l'entreprise. Donc, quand j'essaie de me connecter dessus, pas de souci, j'y accède. La chose que je voulais vous montrer avec LinkedIn, c'est la connexion, le certificat qui est présenté par le site. Vous voyez, quand j'affiche les informations du certificat, le certificat est délivré à linkedin.com. Par contre, il a bien été délivré par Netscope, avec un certificat exprès pour Axians. Donc, tout ça pour vous montrer que je fais bien du déchiffrement SSL complet sur la quasi-totalité des flux. Et du coup, on va le voir par la suite, ça nous permet d'ouvrir pas mal de possibilités. Le deuxième site dont on a parlé, c'est BetClick. J'essaie de me connecter à BetClick. Là, j'ai une page de blocage qui me dit que le site n'est pas sécurisé et qu'il est refusé par l'entreprise. Donc ça, c'est, on va dire, du classique. Hein. Vous avez sûrement, si vous avez un proxy on-prem, vous avez ce genre de fonctionnalité. Mais on voit que là, les messages sont très personnalisables. On peut mettre un logo, on peut mettre pas mal de choses. Et donc, une fois que l'utilisateur est averti, s'il clique sur OK, il peut être redirigé, c'est pas obligatoire, mais vers un site corporate. Nous, c'est le site d'Axians. Le troisième point, c'est le coaching avec le site de Zara. Si j'essaie de me connecter au site, je vais avoir une page d'interception de l'agent Netscope, du coup, qui va me dire « Attention, ce site n'est pas ne présente pas de risque de sécurité. Par contre, ce n'est pas un site professionnel, donc vous pouvez y aller, mais je vous identifie quand même que ce n'est pas un site professionnel. » En fait, ce genre de fonctionnalité, ça va vous permettre, pas d'éduquer, mais voilà, de montrer à vos utilisateurs et d'essayer de changer un peu leurs habitudes pour leur dire, par exemple, n'utilisez pas Dropbox, utilisez l'application OneDrive qui est recommandée par l'entreprise, etc., etc. En fait, ça va vous permettre vraiment de faire de l'apprentissage et aussi ne pas bloquer les sites qui seraient de ce type-là. On a aussi un exemple avec YouTube, par exemple. La majorité des gens n'ont pas besoin d'aller sur YouTube dans leur temps de travail. Par contre, le marketing, le commerce ou d'autres services peuvent avoir besoin d'accéder au site. Donc on peut faire aussi pour cette action-là pour ce genre de site. Donc je vais continuer, pareil, je vais être redirigé vers Axians. Et du coup, là, au niveau admin, ça ressemble à quoi? Alors, au niveau admin, si je reprends... si je vais sur ma console d'administration, on va voir que toutes les règles, en fait, elles sont au même endroit, donc ça j'en ai déjà parlé, mais vous aurez au moins une visibilité de la traduction de ce que je vous expliquais en images. Dans les policies et real-time protection, on va retrouver toutes les règles qui m'ont servi à faire cette démonstration. Si je vais sur la première, on a décidé de dire que depuis n'importe quelle source, toutes les catégories qui sont pour nous à risque, donc c'est-à-dire contenu adulte, risque de sécurité, gambling, donc ça c'est ça qui nous a permis de bloquer BetClick. Toutes ces catégories, on a décidé de les bloquer et d'afficher le template blocage de site, un template du coup spécifique que je vous ai montré tout à l'heure. Sachant que le template, il est modifiable sur n'importe quelle règle, donc on peut faire 100 règles et 100 templates différents si on le souhaite.
La deuxième règle qui nous a permis de bloquer de coacher du coup, les sites de fashion, c'est cette règle-là. Donc, on a mis uniquement la catégorie fashion pour nos tests. Et en action, on n'a pas mis du coup le blocage, on a mis user alert avec la page de coaching. Et du coup, sur LinkedIn, parce qu'en fait, il n'y a pas de règles là, qui apparaissent explicitement pour autoriser LinkedIn, si je vois bien. Alors c'est ça, c'est une très bonne question. En fait, par défaut, sur un proxy cloud, l'action par défaut, c'est autorisé. Contrairement à un firewall, hein, si certains utilisent des firewalls dans l'entreprise, l'action par défaut d'un proxy cloud, c'est autorisé. Donc si on souhaite eh ben, bloquer des sites ou bloquer des catégories, il va falloir les lister dans ces règles-là. Mais il faut savoir que si on met rien, on ne sera pas bloqué. Alors, je vais vous montrer tout de suite les règles que je vais utiliser par la suite, ça évitera de faire des allers-retours. Non, pardon, c'est pas celle-là. Ici. Donc, une autre règle une autre fonctionnalité qui est très intéressante sur Netscope, c'est leur classement des sites et des applications web. Ça s'appelle le CCI chez Netscope, donc Cloud Confidence Index. Donc, on a créé une règle qui va nous dire que tout le cloud storage, si le site est catégorisé comme faible ou pauvre par Netscope, on va le bloquer parce qu'on ne veut pas que nos utilisateurs aillent sur des sites non sécurisés. La règle d'après, c'est une règle qui va nous dire ok, je bloque les sites pauvres et faibles avec le CCI Netscope. Par contre, je veux aussi restreindre l'utilisation de Dropbox, qui est un site qui est catégorisé en haut sur Netscope, mais je veux quand même restreindre l'utilisation de ce site-là, parce que ce n'est pas le site qui est validé par mon entreprise. Et grâce au déchiffrement SSL, on va pouvoir aller filtrer les activités qui seront faites à l'intérieur du site, donc pas que simplement dire j'autorise ou non Dropbox, c'est j'autorise Dropbox, et par contre je vais bloquer certaines activités. Nous, pour le test, ce sera l'upload et le download. Après, en fonction des catégories qui sont utilisées ou des applications qui sont choisies, on a plus ou moins d'activités possibles. Donc voilà pour ça. Je repasse sur la partie démonstration. Et je vais faire ce que je viens de vous présenter. Je vais essayer de me connecter au site WeTransfer. Vous le voyez, il y a une pop-up qui s'affiche. Voilà. Il y a une pop-up qui s'affiche à l'écran qui me dit attention, le site WeTransfer il est bloqué parce qu'il ne correspond pas aux règles de sécurité de l'entreprise. Et l'indice de confiance en plus du site n'est pas bon. Donc, c'est pas grave. Je peux pas aller sur WeTransfer, j'ai l'habitude d'utiliser Dropbox. Je vais aller sur Dropbox. Je clique sur Dropbox. On voit bien que j'accède au site sans problème. Je me connecte avec mon compte de test. Et là, je vais essayer maintenant d'uploader et de downloader des fichiers. Alors, on a vu, normalement, c'est bloqué, mais je vais quand même vous montrer que ça fonctionne correctement. Hop, alors ça c'est mon agent. Télécharger. Donc voilà, j'essaie de télécharger ce PDF. On voit bien que le nom du PDF qui est spécifié, je ne suis pas autorisé à le télécharger sur Dropbox. Je vais essayer maintenant de mettre un fichier sur Dropbox, hein, parce que si je ne peux pas télécharger, je vais quand même essayer d'uploader un. Et j'essaie d'uploader mon CV. Pareil, je suis bloqué par la règle. Bon, alors du coup, je ne peux pas utiliser Dropbox, je ne peux pas utiliser WeTransfer, ben tant pis, je vais utiliser Google Drive parce que je sais que c'est l'application qui est validée par mon SI. Donc je me connecte à Google Drive, et là, je vais essayer de downloader et de transférer le même fichier qui n'a pas réussi sur Dropbox, pour bien vous montrer que c'est pas dépendant du fichier, mais c'est bien la règle qu'on a créée qui va nous permettre de faire ça. Donc, téléchargement. Donc voilà, vous voyez, ça marche, ça fonctionne. On enregistre. Le fichier est bien téléchargé. Après, donc je vais mettre le même doc, mon CV, sur Google Drive. On voit ici que ça charge. L'import est terminé. Le fichier est bien sous Google Drive. Donc on peut aller très loin, donc là j'ai fait un exemple avec Upload Download, on peut aller très loin dans les activités qu'on est capable de contrôler, on peut faire du share, du view, voilà. Il y a pas mal de choses qu'on pourra vous montrer si ça vous intéresse dans les prochains rendez-vous. Et alors,
tout à l'heure, je vous ai parlé de DLP, du coup, empêcher de la fuite de données de l'entreprise. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller mon CV que j'ai réussi à uploader. Et dans ce CV, je vais rajouter des informations de carte bleue, du coup. Donc on aura exactement le même fichier avec en plus des informations de carte bleue. Et je vais essayer de le copier sur Google Drive pour voir ce qui se passe. S'il veut bien s'ouvrir. Alors, là, vous voyez, c'est... Alors, je ne l'ai pas ouvert tout à l'heure, mais c'est exactement le même fichier. Hein, il n'y a pas de... C'est un CV classique. Et j'ai copié mes numéros de carte bleue. Alors, pas les miens, hein, je vous rassure. Je ferme le fichier, je le copie, et je vais essayer de le mettre sur Google Drive. Donc là, vous voyez, ça charge, et voilà. J'ai une alerte pour dire alerte fuite de données. Donc, j'ai une alerte qui spécifie bien que les données que j'essaie de transférer sont des données sensibles, donc c'est refusé par la politique de l'entreprise. Donc, au-delà de filtrage sur les activités, on va pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, analyser complètement le fichier avec la décryption SSL et l'analyse du fichier qui est faite par Netscope, et aller plus loin dans ce qu'on est capable de bloquer pour valider un petit peu si le fichier que transfèrent au-delà des malwares et des virus, si le fichier que transfèrent nos utilisateurs ne comporte pas de mots-clés comme ça. Du coup, en termes de log, ça donne quoi une fois que tu as fait toutes ces démos? Alors, les logs, on retrouve aussi ça donc, dans la même console. Si on va dans ce menu-là, on va pouvoir avoir plein de visibilité sur tout ce qui est application utilisée par l'entreprise. Et dans Alerte, on va nous remonter tous les pages de blocage ou les pages d'alerte qui ont été remontées pendant la démo. Donc là, si je prends ce fichier-là, si je prends cette ligne-là, on voit que on a la date d'aujourd'hui, le nom de la règle qui est bloquée. Alors c'est un peu petit, mais on voit quel type de règle est bloquée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'application qui a été détectée. Vous voyez, si je descends un petit peu, voilà, on retrouve Google Drive, on retrouve Dropbox, WeTransfer, et sur la colonne de droite, on retrouve même le nom du fichier qui est affiché. Alors si j'ouvre la log, on a beaucoup d'informations qui sont remontées par Netscope, et on peut notamment dire l'access method qui a été utilisé, donc moi c'est le client parce que j'ai le client intégré sur mon poste. On peut voir la policy qui a bloqué mon usage. Et si on descend un petit peu, on va pouvoir voir la règle DLP et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'on a été bloqué par la règle. Ici, nous, DLP Profile, c'est paiement de carte industrie. Donc, tout ça pour dire que mon usage a été bloqué puisque dans mon fichier, il y avait des numéros de carte bleue. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous imaginez bien, on a plein de catégories différentes et plein d'analyses différentes qui peuvent être faites sur les fichiers. Alors, je vais passer maintenant à la partie ZTNA, du coup, ce qui peut remplacer votre VPN SSL demain, avec l'agent Netscope. Alors, je remets en plein écran. Un petit schéma pour vous expliquer ce qu'on va faire tout de suite après. On a un remote user du coup, qui est mon poste, qui va se connecter au Tenant Netscope, et derrière le Tenant Netscope, on va se connecter à une application, enfin un publisher avec Netscope qui va être installé sur votre data center ou dans votre entreprise ou en fait à l'endroit où sont les applications. Nous, on va essayer de se connecter à la VM1 puis à la VM2. Et avant de passer juste à la démonstration, ce qui est très important par rapport à une solution de VPN SSL classique, c'est qu'avec ce fonctionnement, du coup une VM installée chez vous qui communique directement avec le Cloud Netscope, on n'a plus besoin d'ouvrir comme avant tout le réseau internet vers le VPN SSL, et on va simplement ouvrir les IP de Netscope vers la machine, du coup le publisher qui sera installé chez vous. Donc ça, en termes de sécurité, c'est un gain énorme parce que vous passez des milliards d'IP qui sont ouverts vers votre réseau, vers votre data center, à quelques IP de Netscope. Et du coup, en plus que vous contrôlez, puisque c'est un service que vous avez acheté chez eux et les IP sont bien définis. Donc ça, c'est vraiment un énorme gain en termes de sécurité qui est très important dans le ZTNA.
Alors, je repasse sur ma démonstration. Non, c'est pas là. Ce qui est important aussi, alors je vais vous montrer tout de suite, j'ai pas changé de configuration de poste. Je n'ai pas monté de VPN, j'ai rien fait du tout. J'ai simplement toujours l'agent Netscope qui est installé sur mon poste. Donc je vais d'abord me connecter à la VM numéro 1. Du coup, alors c'est 2 machines Linux, nous, qu'on a installées sur un cloud Azure. Donc sur le cloud Azure, on a 3 VM, on a les deux VM Linux sur lesquels on se connecte, plus le publisher, du coup, qui nous permet d'accéder au VM. Donc Netscope. Voilà. Et là, je suis connecté en SSH à ma machine Linux. Donc 10, vous avez vu, l'IP c'est 10.0.0.5. C'est pas du tout le réseau de l'entreprise, c'est pas du tout le réseau sur lequel je suis connecté, mais c'est le réseau qui est fourni par Azure. Donc j'ai aucun, mis à part l'agent Netscope, moi j'ai aucun lien avec ce réseau-là. Si maintenant j'essaie de me connecter à la deuxième VM, VM numéro 2, ça devrait fonctionner. Ah, c'est toujours l'effet démo, hein, c'est pas... Est-ce qu'elle est bien allumée cette VM? Bon, alors c'est pas grave, on va avancer. En fait, ce que je voulais vous montrer avec la VM numéro 2, c'est que voilà, on peut pas se connecter à la VM numéro 2 parce qu'on n'a créé aucune règle, nous, sur le portail Netscope, qui nous permet de dire, eh ben, Arthur Lequin, il a le droit d'accéder à la VM en .6. On a fait une règle pour la .5, mais pas pour la .6. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu la différence entre ce que Philippe m'a demandé tout à l'heure, les règles classiques de filtrage web, qui sont, elles, par défaut, autorisées, et inversement, pour le ZTNA, il faut spécifier à quel utilisateur a le droit d'accéder à quelle appli. ZTNA, vous avez vu les acronymes au début, on est bien sur Zero Trust, donc on est bien dans cette logique de j'interdis tout par défaut. J'interdis tout par défaut et je contrôle ce qui est fait. Alors, la vraie philosophie du ZTNA, c'est d'autoriser, enfin, tel utilisateur a le droit d'accéder à telle application. Bien entendu, aujourd'hui, vous, avec un VPNSS classique, vous pouvez pas, enfin, vous n'avez pas défini des applications, vous avez plutôt défini des subnets ou directement des IP. C'est tout à fait possible de reprendre cette configuration sur ce genre de solution. Simplement que la philosophie de départ n'est pas celle-là, mais voilà, on peut migrer petit à petit une solution de VPN SSL vers une solution de ZTNA sans problème. Alors, le dernier point que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le CASB inline, donc la protection des utilisateurs qui ne sont pas managés par l'entreprise. Donc, pour faire ça, ce que je vais commencer par faire, c'est désactiver mon agent. Donc là, vous voyez, si je regarde la configuration, mon agent, il est bien, j'ai plus de gateway IP, donc je ne sors plus par Netscope. Je vais quand même vérifier ce point en retournant sur le même site que tout à l'heure, netscope.com. On voit bien que, alors, voilà, ça c'est pas encore affiché, voilà, je sors plus par Netscope, du coup, je suis en unknown location. Donc là, je simule le fait de mon PC perso ou d'une tablette ou n'importe quel équipement. Donc je vais essayer de me connecter à Outlook parce que j'ai envie de consulter mes mails avec mon PC perso. Je me connecte. Et une fois que, vous allez voir, une fois que j'ai rentré mon identifiant, je vais être redirigé pour m'authentifier vers Netscope, puis vers Okta, pour pouvoir m'authentifier et accéder à Outlook. Donc là, on voit déjà dans l'URL en haut que j'ai été bien proxifié par Netscope, puisque maintenant j'ai une adresse en goscope.com. Donc je valide mes identifiants. Je me connecte. Et j'accède à ma page, à mon webmail. Alors vous allez le voir dans quelques secondes, la page webmail elle est identique à la page classique d'Outlook. Il n'y a aucune différence sur la page d'Outlook. Mis à part, si vous avez peut-être déjà vu, dans l'URL, donc on est connecté sur outlookoffice365.com, rproxy goscope.com. Donc en fait, c'est grâce à ça que vous voyez que vous êtes bien protégé par Netscope. Donc un utilisateur qui n'est pas averti, qui ne regarde pas dans l'URL, il ne voit même pas la différence entre une connexion classique et une connexion qui est proxifiée par Netscope. Donc ça, c'est très très important. C'est complètement transparent pour l'utilisateur, mis à part
qu'on va être capable de restreindre les actions qui sont faites par l'utilisateur. Si par exemple, j'ouvre le mail de ma collègue Héloïse, donc j'arrive à ouvrir le mail, il n'y a pas de problème. J'essaie de regarder la pièce jointe qu'elle m'a envoyée. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que nous, on a mis une règle qui dit qu'on bloque tout ce qui est lié aux pièces jointes. Donc on bloque le preview des pièces jointes, on bloque le download, l'upload, parce qu'on estime que si quelqu'un se connecte au webmail de l'entreprise avec un PC qui n'est pas sécurisé par l'entreprise, donc on ne peut pas gérer du tout ce qui est fait en termes de sécurité sur ce PC, et ben on estime qu'il n'a pas à télécharger de pièces jointes, on va dire qu'il peut simplement consulter ses mails et envoyer des mails. Donc, j'ai pas réussi à la, à la voir, donc je vais quand même la télécharger parce que j'ai envie de voir la pièce jointe. Et là, j'ai une page de blocage de Netscope qui me dit que l'action est interdite parce que je suis connecté sur un compte professionnel depuis un appareil personnel. Donc cette action n'est pas autorisée. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur ce qu'on est capable de faire avec le reverse proxy Netscope. On pourra aller plus loin. Par exemple, j'ai déjà fait des tests où je bloquais l'envoi de mail à des domaines particuliers. Donc, je bloquais l'envoi de mail, par exemple, pour actions.com, où je restreignais l'accès à seulement l'entreprise. Donc, quand on se connecte sur le webmail avec un compte qui n'est pas de l'entreprise, eh ben, j'autorise uniquement de répondre aux mails en interne, par exemple, et je bloque tout le partage vers l'extérieur et tous les mails vers l'extérieur. Donc, on a plein de possibilités et plein de choses qu'on est capable de sécuriser avec Netscope. Et on couvre la quasi-totalité des points d'accès à nos applications SaaS et à nos applications Data Center. Donc voilà pour la démonstration. Évidemment, on a beaucoup de choses à vous montrer avec Netscope. Je n'ai pas pu résumer toutes les fonctionnalités qui étaient de Netscope en 1 heure, mais n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse des rendez-vous complémentaires, qu'on fasse des démonstrations, même un POC avec de la solution, ça se fait très facilement. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on organisera ça avec plaisir. Voilà, donc je laisse la main à Philippe qui va gérer les questions, et nos amis Netscope sont aussi là pour répondre aux questions si besoin. Il y a eu quelques questions pendant le déroulé des slides. Je ne sais pas si vous en avez de votre côté. N'hésitez pas, c'est le moment. Profitez-en. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, qui était de savoir quelles étaient les autres solutions testées par Casino lors du POC. Alors, je ne sais pas si David, tu souhaiteras en dire plus. Tu as dit que c'était le leader du marché pour une autre solution. Je te laisse éventuellement compléter. Je ne sais pas ce que tu souhaites dire là-dessus. Bon, mais je peux être transparent. On a testé Cisco, parce que pour nous, c'est un partenaire historique sur plusieurs sujets, et on a testé Zscaler. Merci. Merci David. Écoutez, on est à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. On va attendre 30 secondes. On sait que les premières sont les plus compliquées toujours. On a une question qui était comment Netscope arrive à proxifier les flux Office 365 pour les équipements non managés? Donc, je laisse Arthur Ouais, répondre. ou Julien ou Maxime, si vous voulez, Julien ou Maxime, si vous voulez je vais intervenir répondre pour plus. maintenant. Je vous ai mis son si jamais. Oui, bonjour. Tout à fait. Christophe, pardon, je t'avais pas vu, Christophe. Sébastien aussi. Donc en fait, on proxifie via le reverse proxy. On peut se mettre en coupure au moment de l'authentification. Donc c'est vraiment le principe de quand l'utilisateur non managé ou le périphérique non managé voudrait accéder par exemple à Office 365, sa boîte mail en ligne ou à un SharePoint, parce que la personne elle est dans sa résidence secondaire, elle n'a pas pris son PC, elle est en vacances, elle a un truc urgent à gérer ou quoi. Au moment de l'authentification, on redirige la connexion. Okta va insérer le reverse proxy de NewEdge pour qu'on puisse avoir la maîtrise des activités qui vont être faites sur Office 365. Comme par exemple, on va vouloir éviter que depuis une machine personnelle, quelqu'un puisse télécharger un document confidentiel. Parce que ce serait du coup une exfiltration de données où on n'aurait pas la maîtrise de ce qui se passe. Donc on est tributaire, enfin,
le seul prérequis pour pouvoir faire ça, c'est qu'il faut qu'on ait un IDP pour venir en fait insérer le reverse proxy au moment de l'authentification. Merci Maxime. Une autre question, je crois, Héloïse. Oui. Donc, une autre question, c'est est-ce que Netscope fonctionne aussi avec les applications de bureau type OneDrive? On a déjà un peu parlé des chiffrements SSL dans le chat, mais on reprécise cette question à l'oral. Oui, alors, Maxime, comme tu veux, je réponds ou tu réponds, il n'y a pas de... Ouais, ça a été évoqué, c'est un sujet qu'on a aussi abordé dans les questions. Ça concernait le déchiffrement SSL et le steering. Donc en fait, dans la console de management, par défaut, il y a un certain nombre d'exceptions qui sont intégrées. Alors pour OneDrive, je ne l'ai plus en tête, mais Ça fonctionne pour OneDrive. est-ce qu'il Mais par faudrait exemple, passer... l'application de bureau Dropbox, elle ne Ouais. fonctionne pas, par exemple. Voilà, ça c'est au cas par cas de l'application de bureau, mais c'est possible de le faire sur pas mal d'applications. Mais c'est essentiellement à cause du certificat de pinning qui n'est pas supporté par typiquement Dropbox. Mais par contre, on parle bien là de uniquement l'application qui est installée en client lourd sur votre poste, hein. Quand on se connecte directement sur le site Dropbox, on peut faire tout ce que je vous ai montré. Eh ben, d'ailleurs, je l'ai fait pendant la démonstration. On peut filtrer ce qu'on veut avec Netscope. Ouais, je confirme. Bonjour à tous, hein, donc Sébastien. Et en effet, l'application OneDrive ne fait pas de serpining, donc c'est quelque chose qui aujourd'hui, on va dire, déchiffré et analysé comme le reste du trafic web sur la partie Office 365. J'ai aussi une question sur l'infrastructure Netscope aussi qui supporte tout le service. Quid de la GDPR, des données, où est-ce que ça va, comment est-ce que ça fonctionne? Maxime, Sébastien, vous voulez peut-être répondre aussi? Ouais, alors en fait, donc on a aujourd'hui 48 ou 49 data centers. Il en sort un petit peu régulièrement, donc qui sont répartis sur toute la planète. L'objectif étant d'être toujours au plus proche des utilisateurs pour réduire la latence et du coup ne pas avoir de mauvaise expérience utilisateur. On a la possibilité d'affecter aux clients ou aux tenants des préférences ou de dire, bah voilà, notamment nos amis allemands sont assez friands de ça. On peut dire, je veux uniquement transiter via des data centers, enfin via des POP allemands. Les Américains aussi ont un programme spécifique pour ça. Et ensuite, même si on ne fait pas ce mécanisme de rapatrier systématiquement dans un data center français, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que, admettons, vous avez un collaborateur qui est parti faire une intervention, je sais pas, en Guadeloupe, en Martinique, il est possible qu'il soit traité par un data center peut-être mexicain ou à Miami, que sais-je. Et en fait, les data planes de New Edge ne vont pas stocker de documents, enfin toute la partie DLP, elle va se faire inline de manière éphémère, mais on n'écrit rien sur disque. Même les logs vont être rapatriés systématiquement dans le data center de management. En fait, votre console de management, elle va être, pour l'Europe, en règle générale, la partie management va être hébergée à Amsterdam ou à Francfort. Donc en fait, les logs vont être systématiquement rapatriés dans le data center de management. C'est ce qui est... Et précision pour compléter, je crois que c'est des infrastructures que vous avez en propre. C'est pas de l'Amazon, de l'Azure ou autre. Ouais, tout à fait. En fait, on installe des racks entiers dans des data centers qui sont en colocation, notamment pour les principaux Equinix et Interxion. Et c'est nos propres data centers avec notre propre compute. On n'est pas tributaire d'un Amazon ou d'un Google Cloud qui pourrait soit nous imposer certaines choses, certaines décisions, nous imposer du routage ou faire changer les prix. Donc l'avantage, c'est qu'en ayant notre propre matériel, et on a déployé du coup tous ces 48 data centers en moins de 2 ans avec un investissement de 100 millions de dollars. Donc ça nous donne vraiment toute la latitude qu'on veut par rapport à ça. Et ça, c'est aussi un point fort de Netscope, parce que c'est pas forcément le cas pour les autres acteurs du marché. On a une autre question qui est sérieuse, celle-ci, vraiment. C'est quel est le modèle tarifaire? Julien? Je vais devoir, du coup, vous m'entendez? Oui. Oui. C'est Christophe. Désolé, problème de caméra, donc vous ne me verrez pas.
Je vais du coup intervenir sur la partie tarifaire, qui est très simple puisque on est dans un modèle de souscription et ça fonctionne par utilisateur. Donc on couvre les utilisateurs, on protège les utilisateurs. Il suffit de comptabiliser le nombre d'utilisateurs à protéger et la licence est déterminée avec une redevance annuelle, une souscription annuelle ou sur 1 an, sur 3 ans, tout va dépendre des modèles sur lesquels les clients ont l'habitude de fonctionner. Donc c'est assez simple. Comme tu le disais, Philippe, tout à l'heure, on peut augmenter ou non le nombre d'utilisateurs. Ça reste très flexible et c'est du cloud. Et donc on va avoir une licence pour la partie proxy, on en aura une autre pour la partie ZTNA. Et puis, comme le CASB est intégré aujourd'hui dans notre partie proxy, c'est également intégré. Donc c'est assez simple. Autre question, comment J'espère avoir exporter répondu les à la logs dans question. un... Oui, alors je pense, si quelqu'un a d'autres questions complémentaires sur le modèle tarifaire, qu'il n'hésite pas dans le Q&A. Autre question, on revient à de la technique, comment exporter les logs dans un SIEM existant? Ça, c'est pour Sébastien. Ah, c'est pour moi. On peut exporter les logs de différentes manières, notamment via API. Donc, on a certains SIEM qui disposent d'applications natives pour aller directement chercher les logs en API chez nous. Et on peut aussi les exporter au travers de syslog, si on a une technologie plus ou moins ancienne. En syslog, on aura le besoin d'avoir une gateway en local pour rapatrier les logs en API au plus proche de votre SIEM ou votre puits de log et ensuite les renvoyer au format syslog directement sur votre SIEM. On a également un module de reporting, évidemment, qui est intégré dans la plateforme et un module optionnel qui s'appelle Advanced Analytics, qui permet de faire de la corrélation un peu plus avancée, puisqu'il ressemble à des choses qu'on pourrait voir chez certains concurrents. Donc après, ça va vraiment dépendre. Est-ce que votre client ou dans votre infra, est-ce que vous avez déjà un SIEM? Est-ce que vous voulez rajouter cette brique Advanced Analytics ou pas? On est flexible là-dessus. Je peux prendre également la question sur le peering, sauf si. Vas-y, très bien. Et donc, ouais, il y avait une question sur la manière d'accéder aux ressources Amazon ou Azure, comment sont les points d'entrée dans le réseau. En fait, du fait qu'on ait notre propre data center, on a également notre autonomie de routage. On a établi des peerings avec, dans tous les data centers, il y a des peerings systématiques avec Amazon et Microsoft. Et vous pouvez consulter librement l'AS-BGP de Netscope sur le site qui est très bien fait de Hurricane Electrics, où on voit qu'on est mieux positionné que nos concurrents et on est en train de rattraper des très gros acteurs comme Apple par exemple en termes de nombre de points de peering. Donc on est très bien distribué, ça nous permet d'avoir des latences en général en dessous de 6 millisecondes et presque systématiquement inférieures à 10 millisecondes. Et en France, on est sur des peerings de l'ordre de 2 à 5 millisecondes pour les plus gros, cloud providers. Merci Maxime. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Après, si d'autres points vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous afficher une adresse email à laquelle vous pourrez nous contacter ou vous contacter votre responsable d'affaires préféré si vous en avez déjà un. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous pourrez en principe le retrouver en replay d'ici quelques jours. Un grand merci à David pour sa participation, son témoignage. Merci à Arthur, à Héloïse, à Timothée, alors qui n'a pas pu participer aujourd'hui. Et puis merci à Netscope pour leur présence, pour la réponse aux différentes questions. Et donc comme je le disais, on reste à votre disposition pour vous planifier des démonstrations ou répondre à vos questions si nécessaire. Bonne journée à tous, bon appétit.